Chers amis, bonjour. Kapalabhati. Voilà une pratique très intéressante que je souhaitais vous faire connaître aujourd'hui. Après ce long silence en termes de vidéo, Kapalabhati, peut-être vous connaissez déjà, la plupart ne connaîtront pas. Kapalabhati, c'est une pratique ancestrale et certainement millénaire, orientale, dans la tradition indienne, hindouiste, yogique, etc. etc. Kapalabhati qui vient de Kapala, qui veut dire le crâne, Bhati en sanskrit qui veut dire luisant, brillant. Donc c'est la pratique du crâne brillant, du crâne luisant et qu'on appelle aussi pratique de respiration du feu. Kapalabhati, respiration du feu, parce que c'est à la fois un pranayama, une respiration alternée, globale, avec les deux narines, que l'on peut aussi faire de façon alternée, certes en termes d'inspire et d'expire, mais avec une narine à la fois, séparément. Là, ça va être plutôt global. On pourra la faire en termes de préparation de façon séparée, narine gauche et après narine droite, pour la faire sur l'ensemble des deux narines. C'est à la fois une respiration, un yoga du souffle, un yoga de la respiration, et à la fois un kriya, c'est-à-dire une purification, un nettoyage. Kapalabhati est extrêmement intéressante pour bien des raisons, au regard de bien des bénéfices, des avantages que cette pratique présente. Kapalabhati, c'est d'abord bien sûr une détoxination des poumons, parce que comme ce schéma de l'Association française de pneumologie, que tous les pneumologues et médecins connaissent, eh bien, ce dessin montre que nous avons une VT, un volume courant. Tous adultes, nous respirons à peu près 1 demi-litre d'air en termes d'inspire et d'expire. C'est la respiration alternée inspire-expire au repos, sans effort particulier, 1 demi-litre d'air. Nous avons une capacité respiratoire totale maximale de 6 litres. C'est le CPT, 6 litres, qui associe la capacité inspiratoire totale au-delà des 0,5 litres qui va jusqu'à 3 litres d'air en capacité inspiratoire totale chez un adulte dit en bonne santé, de constitution, on va dire, normale. Qu'est-ce que veut dire normal? Donc on va dire standard, qui n'a pas de problème respiratoire particulier. Et cette respiration globale maximale de capacité 6 litres associée et l'inspire forcé, 3 litres, nous pouvons inspirer de façon forcée jusqu'à 3 litres d'air, mais aussi l'expiration. L'expiration forcée qui devrait être en théorie aussi de 3 litres, 3 et 3, 6, sauf que, comme l'indique ce schéma, le VR, volume résiduel, qui est de 1,5 litres, ce qui reste dans les poumons après une expiration totale forcée. Ce qui montre bien que, globalement, nous respirons de façon assez insuffisante en termes de qualité. Qualitativement, nous avons une respiration assez superficielle. En tout cas, au repos, dans notre quotidien, dans notre ordinaire, sans que ça soit associé à un effort physique, à un footing, à monter l'escalier ou je ne sais pas quoi. Donc nous respirons de façon assez fractionnée et c'est intéressant de noter que même en expirant le plus fort possible, le plus longtemps possible, il va nous rester 1,5 litre d'air dans les poumons. Et c'est ce volume d'air qui reste dans les poumons qui quelque part stagne, vous savez, comme un bras mort de la rivière où l'eau stagne, eh bien ça finit par pulluler, ça finit par augmenter la flore microbienne et être plus sujet à infection que la vie qui circule en amont et en aval de la rivière. Eh bien, au niveau des poumons, ce qui stagne à la base, dans le poumon inférieur, eh bien, n'est jamais dans l'absolu très favorable à la santé. Et donc, Kapalabhati va être intéressant comme pratique pour renouveler l'air, chasser l'air, parce que le diaphragme va être sollicité
et va, en remontant, chasser l'air de la base pulmonaire. Donc Kapalabhati a énormément de bénéfices, de très nombreux bénéfices, sur la fonction respiratoire mais aussi cardiaque, comme cette étude médicale de publication PubMed l'a indiqué. C'est extrêmement bon pour la fonction cardio-respiratoire. C'est très bon pour la paroi abdominale, comme anticonstipant, comme activateur de la digestion, pour une meilleure digestion, comme facilitateur d'un meilleur métabolisme général, c'est très bon pour le corps, c'est un très bon tonifiant, c'est un tonifiant général qui va mobiliser aussi les hormones, faire que par exemple au niveau du ventre, s'il y a moins de constipation, s'il y a un meilleur transit, s'il y a une meilleure digestion, eh bien il devrait y avoir davantage de sérotonine, la fameuse hormone de la sérénité, sécrétée à raison de 75% par les intestins, par le ventre, donc c'est très important. Quand vous pratiquez Kapalabhati, vous avez une réduction très importante du mental, vous avez une clarification des idées, vous voyez plus clair à l'intérieur, au sens figuré, et vous contactez la joie spontanée. C'est presque un euphorisant, c'est très agréable comme pratique, et non seulement c'est une pratique dédiée à une meilleure santé globale, mais aussi à davantage de cette dimension spirituelle qui est l'incarnation même de nous autres les humains. Nous sommes des êtres spirituels faisant l'expérience d'une vie humaine sur cette terre, et non pas l'inverse. Tentant d'être davantage spirituel, nous sommes déjà spirituels. Plus de santé et incarner un peu mieux, un peu plus ces dimensions spirituelles avec plus de conscience au présent. Kapalabhati va diminuer la fatigue, puisque c'est un détoxifiant, c'est un décrasseur général du corps, et si ça diminue la fatigue, ça va augmenter la vitalité, en augmentant un sommeil de meilleure qualité. Tout cela va avec. Et puis, pendant cette pratique, vous remarquerez, au niveau de Tantien, j'associe la tradition hindouiste yogique avec la médecine chinoise, au niveau de Tantien, paroi abdominale, ceinture abdominale qui va être renforcée, tonifiée par cette pratique, au niveau de Tantien devant et de Mingmen derrière, donc la paroi lombaire et les reins au sens large, l'organe et la région des reins. Au niveau de Tantien Mingmen, Kapalabhati produit une chaleur. Et cette chaleur, ce feu, respiration du feu, cette énergie, nous allons la monter jusqu'au niveau de l'espace entre les deux sourcils, au niveau du front, au niveau de Ajna, le troisième œil, associé à une rétention, à une apnée, en présence à cet endroit-là. Et dans l'expire, à la moindre crispation, tension, locale ou globale du corps, sans effort, sans s'asphyxier, dans le laisser-faire, le lâcher-prise, nous allons expirer et inonder tout le corps de cette énergie, chaleur, lumière, ce qui va être un très bon renforçateur de santé, mais aussi un activateur de conscience. Kapalabhati, c'est une pratique fantastique. Ici, Kapalabhati associe une inspire qui est involontaire, qui est passive, c'est plutôt dans le versant yin, féminin, c'est du laisser-faire, et une expire qui va être volontaire, forcée, tonique, tonifiante, qui est du faire et qui est plutôt de l'ordre du yang. Kapalabhati associe le yin et le yang, c'est un yin et un yang unifié. Cela va consister à mettre la main sur le ventre, si vous souhaitez mieux comprendre, ressentir et maîtriser la pratique, une main sur le ventre, peu importe laquelle, une main sur le thorax, seul le ventre va bouger. Le haut, que ce soit le thorax, les épaules, le cou, le visage, pas de crispation, pas de tension au niveau supérieur, seul le bas va respirer. J'inspire, je gonfle le ventre, et dans l'expire, je vais chasser l'air par les narines et non pas par la bouche étant fermée.
je ne verrouille pas les mâchoires, je ne me crispe pas, je ne mets pas de volonté à tout prix, il faut que je fais et je laisse faire en même temps. On peut le faire plus ou moins lent, plus ou moins rapide, c'est vous qui voyez. On peut le faire de façon de courte durée comme de plus longue durée, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, peu importe. J'aurais envie de dire à cette question combien de temps pratiquer Kapalabhati, selon le temps que vous vous accordez davantage de vous poser avec vous-même et de vous rencontrer avec vous-même plutôt que de garder le chronomètre et de regarder, il faut à tout prix faire 2 minutes tous les matins, je fais 2... Non, là c'est du mental, c'est de l'intellectuel et vous ne lâchez pas. C'est aussi une histoire de lâcher le mental. Donc c'est, de façon paradoxale, même s'il y a une expire volontaire, eh bien, paradoxalement, je vais mettre du laisser-faire. Et volontairement, je vais mettre du laisser-faire, davantage que du faire, de manière à vivre cette pratique plutôt que faire cette pratique. Donnez-vous un petit temps, de préférence le matin, c'est une pratique à pratiquer au réveil, à réaliser au réveil, en matinée. Évitez le soir, évitez en fin de journée, parce que c'est une pratique tonifiante qui peut vous contrarier dans votre qualité de sommeil, parce que comme elle est tonifiante, elle est énergétisante, elle va peut-être vous embêter dans votre endormissement ou après dans votre sommeil. Et bien évidemment, s'il fallait encore le préciser, c'est une pratique à réaliser à jeun. Ça sera beaucoup plus confortable, sinon vous risquez d'avoir quelques nausées, voire quelques envies de vomir ou éructation ou je ne sais trop quoi. C'est une pratique à réaliser à jeun ou en tout cas à distance des repas. Ne pratiquez pas tout de suite après le repas. Vous pouvez pratiquer juste avant un repas et vous verrez peut-être il ne serait pas impossible que vous ayez moins faim. D'autres diront ça m'a mis en appétit. La plupart devraient constater que ça leur génère davantage d'une moindre faim. Moins de faim. Parce que c'est déjà une nourriture. Kapalabhati. Kapalabhati présente quelques contre-indications, bien évidemment, les femmes enceintes. Vous, mesdames, qui êtes dans votre cycle menstruel, vous éviterez de pratiquer Kapalabhati. Toute personne qui a reçu une chirurgie abdominale, intestinale récente, qui pourrait solliciter une cicatrice fraîchement constituée, ou tirer sur des fils qui ne sont pas encore enlevés, ou tirer sur des agrafes qui ne sont pas encore enlevées, etc. etc. Évitez quand vous avez une hernie inguinale, évitez de pratiquer Kapalabhati quand vous savez que vous avez une hypertension artérielle qui risque de vous monter un peu plus la tension. Et en lien avec l'hypertension artérielle, pour ces personnes qui ont de l'hypertension intraoculaire et qui ont facilement mal aux yeux, vous pouvez solliciter cette hypertension intraoculaire, donc évitez de faire Kapalabhati. Si vous avez le nez ou les sinus encombrés, bien évidemment, il va falloir vous moucher avant. Si vous avez une sinusite, rhinite, c'est pas trop conseillé de faire Kapalabhati. Certes, cette pratique se réalise davantage au réveil en matinée. Dans quel endroit? Dans tout endroit calme, dans tout endroit tranquille. Vous n'êtes pas obligé de pratiquer Kapalabhati uniquement dans votre cours de yoga. Vous n'êtes pas obligé de vous asseoir forcément en tailleur comme moi. Vous pouvez rester assis normalement, comme cela, ça marche très bien aussi. Vous pouvez vous caler dans le fond de votre chaise, fauteuil, canapé, comme vous pouvez vous mettre au bord, le dos détaché, pourvu que votre dos soit droit, reste droit, pour que ça circule correctement. Vous pouvez utiliser bien sûr une brique de yoga, pour vous asseoir dessus, parce que vous seriez mieux avec les articulations genoux et hanches. Ça, c'est pour votre confort. C'est vous qui voyez. Prévoyez un paquet de mouchoirs si vous avez besoin de dégager les voies respiratoires. Pour nettoyer le nez, je vous suggère, en plus du mouchage, peut-être d'utiliser
la menthe poivrée. La menthe poivrée qui est très bien pour dégager ses voies respiratoires, pour libérer les voies respiratoires. Vous pouvez aussi inhaler de l'eucalyptus radié ou radiata ou du baume du tigre blanc, dédié à tout ce qui est respiratoire, et non pas le rouge, plutôt le blanc. Maintenant, si vous avez le nez et les sinus un petit peu pris, je ne parle pas de sinusite ou de rhinite, je dis juste nez et sinus un petit peu pris, là vous pouvez prendre cette association de 3 huiles essentielles qui est très très bonne, l'eucalyptus globulus. Pourquoi? Parce que elle a une action anti-inflammatoire pour tout ce qui est ORL, les yeux, le nez, le larynx. C'est mucolytique, ça fait s'écouler les mucosités. C'est expectorant, donc ça fait tousser. C'est décongestionnant. À l'eucalyptus globulus, vous allez associer la menthe poivrée qui active la vasoconstriction nasale et donc favorise la fluidification nasale, l'écoulement du nez, qu'on appelle la rhinorrhée, avec une sensation de fraîcheur. La menthe poivrée amène cette sensation de fraîcheur. Et troisième huile essentielle, le niaouli, qui apaise le nez qui peut être irrité en renforçant l'action décongestionnante de l'eucalyptus globulus. Donc vous vous êtes mouché, vous vous êtes installé. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, avant de faire un kapalabhati global avec les 2 narines, vous pouvez alterner avec une narine séparément et l'autre. Par exemple, vous allez boucher une narine, alors vous pouvez prendre le pouce, l'index, le majeur, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez en fonction de vos pratiques peut-être déjà actuelles, de ce que vous aimez, de ce avec quoi vous êtes à l'aise. Vous pouvez prendre le pouce, l'index, la majeure, etc. Vous bouchez les narines et puis donc vous allez gonfler le ventre à l'inspire et vous chassez l'air à l'expire par le nez. Et puis vous allez passer à l'autre narine. Cela vous permet aussi de comparer le calibre des 2 narines, le débit des 2 narines, la spécificité des 2 narines et avoir cette meilleure connaissance, conscience, sensibilité du nez. Vous gonflez le ventre, vous inspirez et vous expirez par la narine qui reste libre en rentrant le ventre, ce qui va chasser l'air par le diaphragme qui pousse dans les poumons. Enfin, vous allez pouvoir le faire de façon globale avec les 2 narines à la fois. Qu'est-ce que vous faites de vos mains pendant ce temps? Vous pouvez les laisser au repos comme je fais. Vous pouvez les croiser. Vous pouvez les croiser à moitié. Vous pouvez joindre le pouce. Vous pouvez garder les mains au repos sur les cuisses. Vous pouvez après prendre cette position de Chin Mudra qui est joindre index et pouce ensemble. Dos de la main sur la cuisse, c'est-à-dire paume de main vers le ciel, c'est-à-dire tourner vers le spirituel, on va dire. En bas le matériel, en haut le spirituel. C'est une lecture décodage symbolique possible. Et vous reposez sur les 2 cuisses. C'est intéressant, Chin Mudra, vous avez pouce et index joints, qui veut dire l'ego et le divin joints ensemble, et les 3 doigts représentant les 3 gunas, les 3 qualités primordiales de la vie. Les 3 gunas qui sont tamas, rajas, sattva. Eh bien, tamas, ça va être plutôt la négativité, la disharmonie, le déséquilibre, l'obscurité, l'inertie, la destruction, force de vie. Voilà, 3 qualités fondamentales de la vie. Rajas, ça va être la passion, l'action, l'excitation, l'énergie, la force, le désir. Sattva, la vie, l'harmonie, l'équilibre, la pureté, la vérité. Donc c'est aussi intéressant
de pratiquer en conscience cette position des doigts, qu'on appelle Chin Mudra, qui, au regard de associer l'ego au divin et d'associer les trois qualités primordiales de la vie, les trois gunas, tamas, rajas, sattva, en conscience, fait pratiquer tout simplement le principe de l'unité, unir l'inférieur au supérieur, le matériel au spirituel, l'inconscience au conscient. Cultiver l'unité, comme je l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos précédentes, cultiver l'unité est la seule et unique chose qui nous sortira de ce grand merdier, de la dualité. Ouvrir les cœurs, activer la conscience et quitter la peur pour rayonner de ce que nous sommes pleinement, à la fois ombre, à la fois lumière, si tant est que nous unissions l'ombre à la lumière. Ego divin, les trois tamas, rajas, sattva. Une autre lecture possible des trois gunas, tamas, rajas, sattva. Tamas, ça va être par exemple tout ce qui est musique binaire. Vous savez, boum, 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 le hard rock, la techno, les choses comme ça, qui énergétiquement vont déstructurer, contribuer à déstructurer le champ éthérique. Et puis, en Rajas, dans l'approche musicale, Rajas, ça va être les ondes radio, le hit parade, la chanson qu'on entend aux radios de maison ou de voiture. Et puis Sattva, Sattvik, la musique sattvique va être la musique de qualité supérieure qui va contribuer non pas à déstructurer le champ éthérique, le champ énergétique global, humain, mais plutôt le renforcer et l'harmoniser. Donc vous avez la musique classique, vous avez le 432 Hz, la musique d'harmonisation, de synchronisation hémisphérale, vous avez le lyrique, vous avez toutes ces choses qui font plaisir, qui font du bien, qui font que nous nous sentons plus centrés, plus expansés, plus ressourcés. Tamas, à la masse, ça tire vers le bas. Rajas, c'est assez neutre. Sattva, sattvik, ça me va. Sattvik, ça me va. C'est d'une autre qualité dite supérieure qui va contribuer à notre élévation vibratoire et donc spirituelle. Voilà, je vous invite à pratiquer dans tout espace dédié à votre retrouvaille, à vos retrouvailles avec vous-même. Le plus souvent possible, faites que cette pratique Kapalabhati soit une de vos pratiques centrales, d'une meilleure hygiène de vie, de plus grande forme, de plus grande vitalité, de plus grande joie et de conscience avec vous-même dans votre quotidien. Et puis, partagez cette information, partagez cette vidéo, apprenez à vos enfants, petits-enfants, à vos amis, à vos collègues, etc., parce que ça fait vraiment du bien. Plus de santé, plus de joie, de vitalité, pour une conscience plus aiguisée du ici et maintenant. Je peux le faire plus rapide, bien sûr, à condition de ne pas s'essouffler. Ce n'est pas le but, ce n'est pas non plus le but de faire de la performance, de faire des défis. Faites à votre rythme, tranquillement. Mais ne vous endormez pas, soyez tonique. C'est une expire franche. Vous pouvez répéter cela plusieurs fois. Vous pouvez faire des cycles, 3 fois, 7 fois, une septaine, 9 mois, 9 fois une neuvaine, etc., etc. À votre rythme, dans votre style, en vous appropriant
cette pratique, en personnalisant cette pratique, et puis après avoir alterné inspire-expire dans cette approche très spécifique, très particulière, votre conscience se déplace au niveau de Tantien Mingmen, la ceinture lombaire, abdominale, et vous êtes appelé par cette chaleur, ce feu de la vie qui est produit. Par le canal central de la conscience, par l'axe vertébral, par le tube central de la conscience. Je vous rappelle que Shushuna, en sanskrit, veut dire canal central de la conscience. Donc pour les orientaux, la conscience, c'est le corps. C'est être connecté au corps et non pas le mental qui pense. Et vous allez monter, inspirer, monter cette énergie jusqu'à l'espace entre les deux sourcils, les deux yeux, au niveau de Ajna, troisième œil, le front. Crâne brillant, crâne luisant. Apnée, rétention, sans crispation, sans tension. Quand c'est de trop, vous lâchez. Quand ça tient, ben ça tient. Il ne faut pas vous essouffler, pas vous asphyxier. C'est tranquille. Et dans l'expire, relâchez, 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 avec ce mouvement descendant de ciel à terre, comme les cascades de l'île de la Réunion, ou de Martinique, Guadeloupe. Imaginez cette pluie d'énergie de vie, ce feu de la vie, qui va pleuvoir sur tout le corps, dans tout le corps, au travers de tout le corps, inonder toutes les cellules, tous les organes, et même déborder, 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 pour aller nourrir, renforcer cette aura qui est là. Pratique extrêmement bonne pour ces temps perturbés, pour renforcer son immunité et tenir l'angoisse, la peur, le mal-être à distance. Bonne pratique à vous.